Les ordures ménagères sont un ensemble de différentes matières difficiles à traiter. Les trois principales méthodes utilisées à ce jour sont l'incinération, les décharges contrôlées et le compostage. L'incinération est le mode de traitement le plus utilisé en Europe occidentale, et ce, malgré le coût élevé des installations et les lourdes charges d'exploitation. L'énergie utilisée pour le fonctionnement d'une usine d'incinération est énorme. Les inconvénients bien connus sont les fumées, qui dégagent des gaz issus des matières plastiques chlorées ou fluorées lors de leur pyrolyse à l'intérieur des fours et qui ont pour nom vapeur de chlore, d'acide chlorhydrique et de dioxine. Les usines de la nouvelle génération sont équipées, pour le lavage des fumées, d'un système de projection de poudre minérale qui atténue les effets nocifs de ces fumées. Le problème majeur est que les poudres minérales qui résultent de cet autolavage deviennent extrêmement polluantes à leur tour. D'autre part, les résidus de l'incinération, environ 30% de la masse des ordures, se retrouvent sous forme de scories qu'il faut traiter par lavage à cause de leur nocivité. Il est nécessaire ensuite de traiter les eaux de lavage. On peut donc imaginer les quantités de poudre minérale, de filtrage, de scories et leurs boues à évacuer dans des décharges contrôlées et spécialisées dont les taxes de déversement sont très élevées. L'accumulation des déchets en décharge provoque dans le temps des échappements de gaz méthane ou biogaz qui, par leur odeur et leur risque d'inflammabilité, sont dangereux. Leur minéralisation dans le sol provoque des cavernes souterraines à grand risque pour l'avenir. D'autre part, l'instabilité microbienne de ces décharges est un danger certain, car son évolution dans le temps est inconnue. Il faut rappeler aussi qu'une décharge bien gérée revient très cher à cause de la protection des fonds. Dans 90% des cas, les fonds ne sont pas traités correctement et peuvent entraîner une pollution des nappes phréatiques. Le compostage est très peu pratiqué. Beaucoup d'usines ont été fermées car le compost qui en sortait ne trouvait pas de débouchés. Pour une qualité souvent imparfaite, le coût du transport est trop élevé. Le principe de base est simple. Tous les déchets ménagers, sans tri préalable, sont transformés en sable grâce à une fossilisation accélérée. Les ordures ménagères sont reçues directement des bennes de ramassage et déposées sur un terre-plein attenant à la trémie d'alimentation. La trémie d'alimentation est une fosse rectangulaire dont le fond est mobile. Les ordures descendent sur un tapis pour être acheminées jusqu'au déchiqueteur primaire. Le déchiqueteur primaire dégrossit les ordures ménagères en les taillant en particules moyennes, 30 mm, et les réduit en masse compacte. Le déferriseur overband est un électroaimant qui permet de retirer dans la couche un maximum de ferraille. Il s'agit d'une bande équipée de barrettes aimantées qui tournent au-dessus du tapis transportant la masse. Elle attire la ferraille et la jette dans un bac. La poulie magnétique est équipée d'un aimant permanent. Les particules de ferraille qui restent après le passage de l'overband restent collées contre le tapis grâce à la poulie aimantée et tombent dans le même bac. L'enceinte magnétique détecte s'il y a encore de la ferraille dans la couche qui passe sur le tapis. Dans l'affirmative, ce qui arrive très rarement, elle bloque le tapis. Une alarme sonne et on peut enlever la pièce métallique à la main. Le déchiqueteur secondaire réduit la masse des ordures en particules beaucoup plus petites, environ 10 mm. Cela correspond à la largeur des couteaux. Le déchiqueteur tertiaire coupe la masse à 6 mm et forme des particules de cette dimension. C'est sur le tapis d'alimentation des mélangeurs que viennent s'ajouter les produits annexes adjuvants. Il y a des charges, des réactifs et des liants. Ces produits permettent d'amener l'ensemble en une masse compacte très aérée et ont pour but de ralentir les réactions à l'intérieur du réacteur de fossilisation. Les réserves de produits se situent dans des silos qui dominent le tapis. Les deux mélangeurs à ruban permettent de mélanger intimement la masse d'ordures avec les minéraux qui ont été ajoutés sur le tapis. Quand un mélangeur se remplit, l'autre se vide sur le tapis d'alimentation de la presse et vice-versa. Ils sont donc toujours en balance l'un et l'autre. Deux moteurs indépendants font fonctionner les ouvertures des mélangeurs vers le tapis d'alimentation de la presse. La masse qui sort des mélangeurs est serrée par des galets le long d'une filière et ressort en petits granulés. On peut y atteindre des pressions de 300 à 400 bars. Sous cette presse, les granulés sont repris par une vis sans fin qui alimente directement le réacteur.
Les deux chambres de combustion à fioul ou gaz qui alimentent le réacteur en énergie lumineuse et calorifique sont habillées intérieurement de briques réfractaires. Juste avant d'entrer dans le réacteur, les granulés reçoivent deux charges de réactifs minéraux, chaux vive et carbonate de calcium, qui ont pour but d'élever la température pour permettre la réaction nécessaire à la fossilisation accélérée. L'entrée de la masse à l'intérieur du réacteur s'effectue à l'aide d'une écluse à vis étanche. 3 thermostats sondes permettent de contrôler en permanence la température intérieure du réacteur. De forme cylindrique, le réacteur est équipé à l'intérieur d'une vis hélicoïdale qui fait avancer le produit à l'aide d'un moteur réducteur. C'est une transposition de lumière et de chaleur qui vient jusqu'au premier tiers du réacteur et qui forme une couronne lumineuse qu'on appelle une aura, qui provoque la minéralisation, c'est-à-dire la transmutation d'un végétal en minéral. La minéralisation s'opère environ 8 minutes après l'entrée des granulés dans le réacteur, là où se trouvent les tubes de visée. Ensuite, les granulés finissent de sécher dans le réacteur en dépression. C'est une écluse à vis qui permet de garder en permanence la dépression à l'intérieur du réacteur. La vapeur du réacteur est recueillie dans le cyclone qui la transporte jusqu'au condensateur pour la transformer en eau. Les granulés fossilisés qui sortent du réacteur sont recueillis sur un tapis couvert. Cela permet de récupérer les vapeurs sur toute la longueur du tapis jusqu'à ce que les granulés tombent dans le refroidisseur. C'est par une aspiration de l'air chaud que le refroidissement des granulés s'opère à l'intérieur du refroidisseur. La température diminue progressivement et les granulés arrivent pratiquement froids à la sortie. Les granulés sont soit éclatés en passant entre deux cylindres et on obtient des miettes, soit déviés par un bipasse et tamisés. Les fines poussières sont aspirées et recyclées au départ de la chaîne. L'opération se termine par la mise en sac. Lorsqu'on veut produire de la géolite, de la litière pour chat ou du sable absorbant, on aspire environ 40% de la cellulose qui sort du déchiqueteur tertiaire. Cette cellulose est ensuite emmenée dans le cyclone qui la conduit directement sur le tapis d'alimentation des mélangeurs. À ce moment-là, tout ce qui est en supplément de ces 40% de cellulose est recraché directement à la sortie par un tapis. Seule la cellulose est granulée et fait le même circuit. Presse à granulés, réacteur, refroidisseur. Toutes les ordures sont recyclées. L'usine n'engendre aucune pollution. Le bâtiment peut être intégré esthétiquement. L'énergie utilisée est nettement inférieure à celle nécessaire aux incinérateurs. C'est la raison pour laquelle l'usine n'a pas de cheminée. Quant à la vapeur qui se dégage du réacteur, elle est transformée en eau, filtrée et recyclée. Elle peut être utilisée pour le chauffage à distance. Sur le plan technique, le procédé est simple. Les ordures sont minéralisées en traversant un four horizontal appelé réacteur. Cette transformation se réalise grâce à un double rayonnement de chaleur, environ 280 degrés, et de lumière, produit grâce à une dépression permanente à l'intérieur du réacteur. Le coût est nettement inférieur, environ 70%, au coût d'un incinérateur. Et comme elle n'est pas polluante, elle peut être construite en ville, c'est-à-dire là où les déchets sont produits, évitant de ce fait les transports longs et coûteux. Les produits qui en sortent sont commercialisables. Pour une capacité horaire de traitement de 10 tonnes, 200 tonnes par jour, l'unité exige une superficie d'environ 3500 mètres carrés. Une telle usine couvre en France les besoins d'une population d'environ 250 000 personnes. Le personnel d'exploitation nécessaire au fonctionnement d'une telle usine est de 5 employés par équipe, auxquels viennent s'ajouter un chef d'exploitation et un mécanicien.